Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, Emmanuel Macron va-t-il enterrer ou sauver l'agriculture française? C'est le thème de ce débat sur TV Agri en ce début d'après-midi. Et pour cela, j'accueille Michel Prug. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de COP de France. Juste à vos côtés, Jean-Marc Petat. Bonjour. Bonjour. Alors, directeur développement durable de BASF. À ma droite, donc, Éric Thirouin, bonjour. Bonjour. Vous êt secrétaire général adjoint de la FNSEA et agriculteur. Et juste à vos côtés, un autre agriculteur, Jérémy de Serle, bonjour. Bonjour. Président des jeunes agriculteurs. Jérémy de Serle, vous avez présenté, je vais démarrer plutôt par Éric Thirouin. Éric Thirouin, vous avez présenté cette semaine le contrat de solution. Ben, vous avez réussi votre coup parce que même Nicolas Hulot l'a trouvé bien, apparemment. Et il faut que vous nous rappeliez peut-être les points clés de ce contrat de solution. Oui, alors, effectivement, il s'est passé quelque chose d'inhabituel cette semaine avec le contrat de solution. Je pense qu'on avait jusqu'à maintenant une difficulté de compréhension puisqu'on était sans arrêt en train de dire c'est dangereux, c'est pas dangereux, il faut maintenir, il faut interdire. Et là, en fait, on a décidé avec 35 organisations agricoles, 35, de dire l'attente du consommateur, c'est quoi? C'est pas de savoir si c'est dangereux ou pas dangereux. Le consommateur, aujourd'hui, il veut qu'on réduise l'usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires. Et on a dit, OK, banco, on y va. On essaye de trouver les solutions. Parce que l'attitude du président de la République ou de ses ministres de dire on interdit parce qu'il y a une peur, ça nous met dans des impasses, ça nous met dans des précipices. Des interdictions sans solution, ça ne peut pas marcher. Donc on a décidé de relever les manches, tous ensemble. Et d'ailleurs, ceux qui sont là font partie intégrante du contrat de solution, les 35 organisations, pour trouver ces solutions. On a pour l'instant, parce que ce n'est pas fini, on en a trouvé 292. Je pense qu'on est à la moitié du parcours. Et toutes ces solutions, il y a celles qui existent depuis longtemps, par exemple les trichogrammes que beaucoup connaissent, celles qui sont en train de sortir en ce moment, et puis celles qui sont encore dans les cartons pour quelque temps. Et toutes ces solutions-là, on les a classées par culture, on les a classées par type d'action, insecticide, herbicide. On a regardé leur taux de déploiement. Il y a des choses qui sont déjà très déployées, d'autres qui n'existent pas encore, donc voilà. Et puis regarder dans le temps ce que ça donne et donc quel va être l'impact sur la réduction d'usage des risques pour cette année, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, pour dans 15 ans. On n'a pas été au-delà parce que l'INRA dit qu'au bout de 19,6 années, voilà, c'est le temps qu'il faut pour trouver quelque chose. Donc effectivement, dans les cartons, on s'arrête là. Alors, je crois que toutes ces solutions-là font qu'aujourd'hui, eh bien, on a un changement de comportement des ministères. Et Nicolas Hulot l'a témoigné en venant au stand de la FNSEA, le président Macron aussi, en disant « Ok, on a compris, vous êtes en mouvement ». Et donc, on l'a vu avec l'interpellation qui s'est faite dans le salon, où on avait un président de la République cet automne qui disait sur une certaine molécule, que je ne vais pas citer parce qu'il y en a plein, voilà, il faut tout interdire tout de suite, même si l'Europe dit qu'il faut autoriser. On donne 3 ans et on arrête avant. Et là, en fait, lors de ses vœux en janvier, il a dit il y a peut-être 10% d'impasse, il ne faudra peut-être pas interdire parce qu'il n'y a pas de solution. Et puis samedi, il a dit 20%. Et voilà. Et le soir de samedi, il disait il ne faudra pas faire d'interdiction sans solution. Je pense qu'on s'est compris. On veut aller de l'avant. On veut construire l'agriculture qui correspond à l'attente des consommateurs parce qu'on est fait pour ça. Mais il ne faut pas qu'on mette les agriculteurs dans des impasses techniques, économiques. Voilà le sens. Jean-Marc Petat, ça va dans le sens de la baisse de l'utilisation des produits phyto. Vous êtes moteur quand même? On sera acteur, c'est sûr, comme l'industrie phytosanitaire l'a déjà fait depuis de nombreuses années, même si ce genre d'indicateur de chiffres est mal connu de ce gouvernement. Mais depuis 2010, l'industrie des phytosanitaires et les agriculteurs ont déjà réduit les volumes de 50% en France. C'est donc une démarche qui n'est pas nouvelle. Et le vrai enjeu maintenant, c'est de se dire quelle est la suite? Quel est le calendrier qui va permettre de réduire le risque ou de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de manière intelligente et réaliste? Ce qui attend le monde agricole, c'est quelque chose qui se fait également dans d'autres industries. J'aime souvent prendre l'exemple de la voiture, où on voit bien que le défi des automobilistes, mais aussi des constructeurs automobiles, c'est de diminuer la consommation de carburant. Donc nous, on va nous demander de diminuer le risque et l'utilisation des produits phytosanitaires. Rien de nouveau, ça se fait déjà dans d'autres industries. Par contre, ce qui est pour nous vital, et c'est pour ça que le contrat de solution, on y adhère et on le soutient, c'est que ce contrat de solution, il doit aussi négocier, valider un agenda et un calendrier réaliste.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ce gouvernement, tienne compte du pas de temps de la recherche. Pour développer une solution de biocontrôle, il faut 10 ans. Pour développer une molécule phytosanitaire avec un profil correspondant aux attentes des consommateurs, il faut 10 ans. Pour le faire connaître auprès des agriculteurs, le tester dans différentes solutions, il faut aussi du temps. Et à un moment donné, décider tout d'un coup d'un calendrier sans tenir compte de l'avis des acteurs, c'est une erreur. Donc on est assez confiant, effectivement, que le président Macron commence à comprendre vraiment de plus en plus ces enjeux. Ce qu'il va falloir également améliorer, c'est la capacité également de ce gouvernement à défendre le monde agricole et les agriculteurs contre des attaques injustifiées. Je citerai la dernière attaque dernièrement de Génération Future sur les résidus dans les fruits et légumes. On attend encore la réaction du gouvernement pour montrer que la réglementation est respectée et que les consommateurs ne subissent absolument aucun problème de la présence de ces résidus. On voit bien que si nous, on est prêts également à progresser, ce gouvernement et certains des membres de ce gouvernement doivent également aller dans un sens d'adhésion à ce contrat de solution. Michel Prug, une autre actualité, c'est la séparation du conseil de la vente. Donc vous, en tant que représentant des coopératives, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement vous a entendu? Écoutez, je pense que le président de la République, dans ses déclarations, a fait pour l'agriculture, comme pour d'autres secteurs d'activité, a donné une perspective. Quand je regarde l'automobile avec la suppression du moteur thermique, clairement, il n'a pas dit « je vais interdire le moteur », même si c'est ce qui a été prononcé. C'est « j'ouvre aux start-up et aux laboratoires les marchés du futur parce qu'on veut charger l'énergie qui va animer nos véhicules ». Donc pour l'agriculture, j'entends le même message. C'est nous voulons moins d'impact de produits phyto et autres, et nous lui répondons d'accord, comme ça vient d'être dit de certaine manière, mais quelles sont les solutions que nous avons, puisque ce ne sont que des moyens, c'est protéger nos plantes. En tant qu'agriculteur, au quotidien, avec ma coopérative, je me trouve dans quelle situation? Je me trouve à avoir évolué en faisant du label rouge sur mes volailles, en faisant de l'agriculture biologique sur mes cultures. J'ai des clients qui sont des grands donneurs d'ordre, des grandes marques nationales qui me disent « même si elle est autorisée telle molécule, je ne la veux plus et je n'utilise plus ». Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une solution alternative qui ne met pas en risque mon volume et la qualité de ma production. Concernant la séparation de la vente et du conseil, on entend le message. Et il nous paraît évident que l'agriculteur doit avoir la liberté d'aller chercher un conseil qui lui permet d'imaginer l'orientation de son exploitation dans les années à venir à partir des attentes sociétales, à partir des attentes de marché. Ensuite, il y a l'exécution au quotidien de la bonne fin d'une culture, c'est-à-dire être sûr que nous aurons les volumes, les qualités. Et là, la nature intervient souvent de manière violente, soit par le climat, soit par des agresseurs naturels. Et là, il faut qu'on ait la possibilité, dans le cadre des CEPP, les contrats d'économie des produits phytosanitaires, de conseiller notre adhérent, notre agriculteur, sur une solution naturelle, sur une solution chimique, et qu'à un moment donné, il ait le choix, il ait la possibilité de décider, mais surtout en connaissance de cause, et que le risque qu'il prend soit totalement assumé. Donc nous disons séparation de la vente et du conseil sur les orientations stratégiques de l'exploitation, ça ne nous pose pas de difficulté. Qu'ensuite on accompagne l'agriculteur et qu'on sache quels sont les produits qu'il doit utiliser, eh bien c'est un autre sujet que nous sommes en train de débattre avec les pouvoirs publics. Jérémy de Serle, donc vous avez suivi différents représentants du gouvernement. Est-ce que vous y voyez plus clair dans la politique du gouvernement en faveur des jeunes? On n'y voit pas forcément plus clair. Je pense que pour le coup, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron puis à son gouvernement. Sur la continuité du discours, en tout cas sur les politiques économiques autour des États généraux de l'alimentation et puis sur d'autres sujets, il y a une certaine continuité. Néanmoins, la continuité, ça fait pas non plus, la continuité du discours, ça fait pas non plus des actes. Et nous, ce que nous attendons, c'est du concret dans les cours de ferme. Et ce qu'on a tendance à voir là, avec les sujets dont on vient de discuter, c'est qu'on a quand même l'impression
que ça va un peu plus vite pour interdire telle ou telle molécule, interdire telle ou telle pratique agricole, que pour redonner du prix à l'agriculture et à nos produits. Et ça, voilà, enfin, les États généraux de l'alimentation, on savait que ça allait être dans la durée et qu'on n'allait pas ressortir de là au mois de décembre avec de l'argent dans les cours de ferme. Mais néanmoins, voilà, ça ne les empêche pas de continuer de prendre d'autres décisions. Il y a aussi le Mercosur, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels on a l'impression que ça avance un peu plus vite que pour redonner un peu de valeur à notre métier. Et puis je reviendrai aussi sur ce qui a été dit. On a besoin aussi que nos politiques, et je pense qu'ils le font en venant au salon de l'agriculture, mais il ne faudrait pas que ce soit qu'une semaine par an, voilà, nous défendent un peu plus face aux attaques effectivement qui nous sont envoyées, parce que même si ce n'est pas dû aux agriculteurs, c'est quand même souvent eux qui ramassent. Donc il faudrait quand même que le monde politique soit un peu plus ferme avec les autres. C'est bien de nous dire qu'ils nous aiment, enfin c'est bien de nous dire on vous aime, mais par contre ce serait bien qu'ils disent que les autres disent, racontent quelques conneries. C'était le mot. Jean-Marc Petain. Je voudrais revenir sur le principe de réalité et qui sort du contrat de solution FNSEA et sur lequel effectivement on veut emmener dans une démarche collective l'ensemble de l'agriculture française. Moi, c'est un peu important que le gouvernement comprenne le fait que ça n'a jamais été fait avant. C'est exceptionnel, il n'y a pas d'équivalent dans d'autres pays au niveau européen et mondial. Et donc je pense que c'est une chance pour ce gouvernement de sortir d'objectifs théoriques. On a tous en tête les objectifs éco-phyto qui étaient des objectifs imposés et qui étaient purement des objectifs de communication. Là, il faut qu'on soit dans le concret avec un agenda qui est co-construit et notamment par rapport à ce fantasme entre le biocontrôle et le zéro pesticide. Le zéro pesticide, c'est un fantasme. C'est un fantasme qui doit amener à partir sur des chiffres réels. Donc l'industrie, l'ensemble de l'industrie est tombé d'accord sur le fait qu'en 2025, au maximum, on atteindra seulement 15% de biocontrôle. C'est-à-dire que s'il y a 15% de biocontrôle en 2025, ça va être déjà extrêmement difficile de l'atteindre. Ça veut dire qu'à côté de ça, il y a 85% de produits phytosanitaires, bien sûr avec des profils améliorés. Et ça, il faut que le monde agricole et le gouvernement le comprennent pour bâtir cette feuille de route. Si ce n'est pas bien compris, on va partir sur un malentendu. Et je pense que c'est aussi au gouvernement de l'expliquer au grand public et aux médias pour tracer cette route. Éric Thérouin. Oui, alors pour rebondir, il y a une partie que je n'ai pas expliquée tout à l'heure. J'ai expliqué solution, mais je n'ai pas expliqué contrat. L'objectif, c'est justement de passer un contrat avec le gouvernement et avec la société. Avec le gouvernement, cette semaine, en fait, les 4 ministères qui s'occupent de nous sur ces sujets-là, qui est la recherche, la santé, l'agriculture et l'environnement, ont dit OK banco pour venir aux prochaines réunions de travail. Il y en a une la semaine prochaine. Donc ça va être très concret et effectivement, l'objectif, c'est de contractualiser avec eux en disant c'est bien les interdictions, mais qu'est-ce que vous faites pour trouver les solutions? Enfin, c'est pas bien les interdictions sans solution. Comment vous faites pour les développer, ces solutions? Donc en termes de levier d'action, en termes de réglementation assouplie. Parce que, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on aille tous ensemble converger dans le même sens, avec un calendrier, comme ça vient d'être dit tout à fait. Et effectivement, quand vous avez votre bout de chou qui a 41 de fièvre, vous avez beau faire une baignoire à eau froide, tout ce que vous voulez, il y a un moment donné, vous sortez le médicament. Bah, effectivement, le zéro médicament, c'est comme le zéro phytosanitaire. Par contre, on peut trouver des solutions pour essayer de répondre aux consommateurs de plus en plus et de mieux en mieux. Michel Prug, moi j'ai quand même l'impression que le gouvernement va plutôt dans une agriculture locale, des circuits courts, des produits de qualité, et que l'exportation, ce n'est pas sa préoccupation. Non, mais il y a l'expression qui est donnée et puis il y a la réalité des faits. Les circuits courts, c'est quoi les circuits courts? En tant que coopérative, en tant qu'agriculteur dans une coopérative, j'estime être dans un circuit court puisque je vais du producteur au consommateur directement et ensemble, nous avons mis des moyens de transformation et de commercialisation pour aller vendre notre produit à Paris, à Lille ou à Bordeaux. Le véritable enjeu que l'on a, c'est que
c'est le consommateur qui décide d'une certaine manière. Il y a des tendances mises par le monde associatif, le monde politique, mais la réalité, c'est le consommateur. Qu'est-ce qu'il va acheter comme produit demain? Et dans la composition de nos produits, si on nous dit moins de phytosanitaires, il faudra qu'on trouve des solutions techniques pour les remplacer. On sait qu'on a un pas de temps qui est important. Mais je reviendrai sur un sujet qui est comment nous ouvre-t-on le champ des possibles? En gros, si demain on réduit les fongicides, on sait que par la génétique, et l'INRA vient de le démontrer sur la vigne, après 17 ans de travaux, que l'on peut réduire les fongicides en modifiant la génétique des pieds de vigne. C'est vrai pour les autres productions, mais dans le même plan, il ne faut pas que l'on nous dise que les outils de travail génétique sont des OGM masqués. Nous avons une de nos coopératives, Limagrin, à qui il a été détruit plus de 30 hectares d'essais conventionnels. 3 ans de travaux remis en cause. Les pouvoirs publics n'ont même pas eu un mot pour condamner les gens qui l'ont fait. Et Donc, pourquoi quelque part, Et pourquoi et pourquoi? Eh bien, il faut leur poser la question à eux. Est-ce que c'est pour faire plaisir, faire semblant de faire plaisir à la société qui se dit mais tout ça, on ne comprend pas et on joue avec les peurs des gens? Ou est-ce que c'est d'expliquer à la société, on est comme pour vos téléphones, on est comme pour votre santé, on est comme pour vos voitures, l'agriculture avance sur les technologies, le numérique en fait partie des secteurs d'activité les plus développés là-dessus. Il faut qu'on nous laisse la possibilité de l'expliquer et non pas de nous décrier en permanence en faisant peur à la société. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je pense qu'effectivement c'est symptomatique de deux enjeux que tous les gouvernements jusqu'à maintenant ont eu du mal à appréhender. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais sur lequel, moi en tout cas, je suis demandeur d'une démarche spécifique de ce gouvernement. C'est à deux niveaux. D'abord, c'est une prise en compte de la science. On voit bien que la science est complexe à expliquer et c'est déjà complexe à comprendre. On sait tous que M. Macron n'a pas une culture scientifique. Par contre, on peut espérer quand même que ses conseillers aient une culture scientifique. Et pour en avoir rencontré un certain nombre, je peux vous dire qu'on est très loin d'avoir des conseillers qui ont une culture scientifique et une culture agronomique. Donc peut-être qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là, que le président Macron s'entoure de gens qui comprennent ce qui se passe vraiment. Et je pense qu'effectivement, la montée en puissance de l'INRA avec M. Mauguin, je pense, est un bon signe. Ça, c'est le premier point. Je pense que la pétition qui a été faite il y a quelques jours par tout un ensemble de prix Nobel en France, en appelant à la revalorisation de la science et à la prise en compte de la science dans les décisions politiques, ce n'est pas un hasard. Je pense que le milieu scientifique français s'inquiète d'un déficit de culture scientifique auprès de nos gouvernants. Donc ça, c'est la première demande que j'exprimerai auprès du président Macron. La deuxième, c'est que le président aide à réconcilier le monde agricole et les consommateurs. Et là, je voulais juste vous montrer une initiative qui a été prise dans le cadre du cercle prospectif par l'ensemble des acteurs du monde agricole, qui s'appelle Chemin de réconciliation, parce qu'on voit bien que pour recréer un lien et sortir de l'agribashing, il y a besoin de créer les conditions de cette réconciliation. C'est, je pense, un minimum qu'on peut attendre du président Macron. Je pense que le contrat de solution FNSEA, c'est l'outil pour faire ça. Éric Thérouin, moi j'ai l'impression quand même que l'exportation céréalière, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, même si c'est important sur le plan économique. Alors effectivement, au niveau de la GPB, on a été extrêmement déçus de voir que le président de la République n'ait pas eu le temps, pas le président de la République, le ministre de l'Agriculture n'ait pas eu le temps de venir au congrès. Il n'avait fait aucun congrès de grande culture. On a un président de la République qui a très peu parlé de céréales, voire pas du tout dans tous les discours qu'il a eu ces derniers temps. J'ai le sentiment, en tout cas, on va falloir qu'on voit la suite, que c'est en train de bouger. Le président de la République est vraiment rentré en contact avec les agriculteurs qui l'ont interpellé à 2 reprises fortement samedi. Il a pris le temps de discuter tranquillement, sereinement. C'était plus ou moins. C'était un peu tendu à certains moments, On a eu l'impression d'ailleurs qu'il voilà. montrait un peu les muscles. Hein. Et puis, il a pris vraiment le temps de discuter avec l'ensemble des présidents des AS et des interprofessions des grandes cultures, toutes, plus d'1 heure, où il a vraiment été à l'écoute, il a entendu toutes les demandes, il a répondu plutôt positivement, avec des déclarations que l'on bouge. Je vais sortir du dossier purement céréalier, où effectivement on se posait la question du positionnement sur la PAC, sur le budget de la PAC, avec différentes hypothèses de réduction très fortes qui ont été fixées par Bruxelles, et puis il n'y avait pas tellement d'expression de la part du gouvernement. Là, il a très clairement annoncé d'être au plus bas des réductions budgétaires. Donc on a l'impression que ça bouge, mais purée, il est grand temps. Parce que
entre la suppression de ce qu'on avait obtenu, une réduction des cotisations MSA de 7%, entre l'annonce de l'épargne de précaution qu'on attendait vraiment avec impatience, surtout dans notre secteur et dans d'autres, et qui n'est pas arrivé, il l'a réannoncé là, alors j'espère que maintenant il va le faire. Et puis on a aussi, je voudrais rebondir avec le sujet précédent, celui des phytosanitaires, dans les états généraux de l'alimentation, tu as parlé du premier chantier des prix, mais le deuxième chantier qui était justement sur ces problèmes de bien-être, de phytosanitaires, on s'aperçoit que d'un côté il nous dit oui, il faut accompagner la transition, il faut trouver des solutions, donc innovation, recherche, investissement dans les fermes, etc. Sauf que dans la loi qui a été écrite, il n'y a que des charges. Il n'y a que des charges. Et donc pour un économiste, parce qu'il est quand même compétent en économie, notre président de la République, comment il peut imaginer une transition des investissements en faisant une loi avec que des charges? Et là, je rejoins Jérémy, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense qu'on c'est en train de bouger, j'ose pas dire qu'on est écouté, en tout cas on attend les actes avec impatience, il y a urgence, parce que quand on gagne 2500 € par an depuis 5 ans dans le secteur céréalier, 2500 € par an, vous divisez par 12 mois, vous voyez ce que ça donne, c'est 200 €, et c'est pas tenable. Donc il faut une réaction très forte du gouvernement, et là-dessus, on ne l'a pas encore à ce niveau-là. Jérémy de Serle. Ouais, enfin, j'appuie totalement ce que dit Eric. Je pense qu'il voilà, y a quand même une certaine incohérence. C'est ce qu'on retrouve des fois. Alors effectivement dans la loi après les États généraux où effectivement il y a encore des choses où c'est que des contraintes pour les agriculteurs. C'est bien de vouloir nous redonner du sens à notre métier en lui redonnant du prix, mais si à côté on remet d'autres contraintes, il y a une incohérence avec les positions qui étaient quand même pas très stabilisées sur le Mercosur. Il a été aussi assez franc là-dessus. On verra ce que ça donnera. On jugera aussi par les actes. Et je crois quand même que voilà, ils ont la responsabilité, ils doivent avoir le courage, tous ces hommes politiques, de dire aussi à leur service, parce que c'est souvent les gras de papier aussi qui écrivent des choses qui finalement vont pas dans le bon sens. Enfin, ils doivent avoir le courage de remettre un peu l'église au milieu du village, puis de leur dire c'est nous qui décidons. Parce que quand on voit Nicolas Hulot qui vient sur notre stand, qui est très en phase avec finalement ce qu'on lui dit, quand on lui parle du loup, quand on lui parle du glyphosate, qui revient un peu en arrière et qui finalement est en phase avec nous. Dès qu'on rencontre ces services, on a affaire à des gens finalement qui ne vont pas dans le sens du ministre, en tout cas pas de ce qu'il nous dit. Alors il faut aussi que toute cette petite administration un peu militante arrête le dogmatisme et puis reste un petit peu pragmatique, parce que sinon il n'y aura plus d'agriculture et on bouffera du poulet javellisé, du bœuf aux hormones et puis des organismes génétiquement modifiés dans nos salades. Donc, il est adroit, Emmanuel Macron. Il vous a fait le coup du en même temps. En même temps, je fais de la qualité. En même temps, je vais un peu dans votre sens. Puis en même temps, je vais dans l'autre sens. Le Mercosur, vous l'attendiez au tournant. Vous n'avez aucune certitude là aujourd'hui sur sa position. Sur sa position, on a des certitudes. On n'a pas de certitude sur la position des gens d'Amérique du Sud et puis des négociateurs européens. C'est ça le problème. Macron, on a compris que lui, il défendait le fait qu'on ne signerait pas l'accord dans les conditions actuelles. On a sa position. Par contre, il n'est pas tout seul à décider. Jean-Marc Petard. Oui, je voulais juste faire un parallèle entre ce besoin de visibilité pour les agriculteurs et les besoins de visibilité qui est aussi nécessaire pour les industriels comme BASF. Jusqu'à maintenant, l'agriculture française était une des premières mondiales et la première européenne. Ça veut dire que quand BASF France exprimait au siège en Allemagne, voilà ce qu'on veut pour les agriculteurs français en termes de solutions pour les céréales, pour la vigne, on avait un poids majeur. Si demain le poids de l'agriculture française est affaibli pour des décisions politiques ou peut-être de complaisance avec les attentes de certains milieux politiques, le poids de la France va être affaibli. Et si je prends l'exemple de BASF, on a 3 sites de production de produits phytosanitaires en France. La question, c'est quel est demain l'avenir de ces sites si ces molécules produites sur ces sites sont interdites en France, par contre autorisées à l'étranger. Il n'y a aucune logique à ce que ces sites restent en France. Et donc l'enjeu de la vision du président Macron de l'agriculture française, sa vision stratégique, le volet exportation, le volet local, le volet filière de qualité, il est stratégique pour les industriels pour qu'ils se positionnent. Et c'est des positionnements qu'on prend 10 ans à l'avance. Et donc on a besoin d'être éclairé sur ce pas de temps. Michel Bruck, vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron a bien compris le poids que vous aviez économique en termes d'emploi, de territoire? Il faut qu'il nous le démontre au quotidien. Je pense que
le passage qu'il a fait sur le salon de l'agriculture et les discussions qu'il a eues avec les représentants professionnels semble dire qu'il entend ce que l'on lui dit. Je crois qu'il a été évoqué également son environnement technique. Donc je pense que là-dessus, il faut, entre guillemets, qu'il fasse l'effort de comprendre la réalité de la diversité de l'agriculture française et la chance qu'a la France d'avoir cette agriculture. Parce que quand on regarde la planète, c'est dans l'Europe de l'Ouest qu'il y a le plus de sécurité en termes de production agricole et le plus de diversité. Donc si nous avions fait mal, si nous n'étions pas reconnus par nos clients internationaux, on pourrait se dire effectivement qu'il y a une erreur. Là, on a le sentiment qu'on fait de l'autoflagellation dans notre pays et qu'on se renvoie tous les mots. Alors qu'en réalité, l'agriculture n'a jamais été aussi sécuritaire en termes de volume, en termes de santé et en termes de diversité. Donc je pense que à nous de faire passer aussi le message au président de la République, comme ça a été fait au Salon de l'Agriculture, de le rendre responsable de ses engagements qu'il prend. Et au-delà de tous les aspects techniques que l'on a évoqués, si dans son mandat, le président Macron arrivait à réconcilier la population française avec l'agriculture française, c'est-à-dire de faire taire tous les gens qui jouent avec les peurs et autres, et de laisser s'exprimer les gens qui construisent l'alimentation de nos concitoyens au quotidien, je pense que là, il aura fait œuvre utile pour l'agriculture et pour la société française. Mais jusqu'à présent, jamais de gauche comme de droite, on a eu un ministre de l'Agriculture qui a pris la défense quand l'agriculture était montrée du doigt en agriculture bashing. Ça n'a jamais eu lieu, ça. Une prise de parole officielle. Il y a un début à tout. Il faut être optimiste. Et donc moi, juste peut-être pour conclure sur la question qui était posée ici, moi je suis assez confiant sur le fait que le président Macron, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, qui a une formation économiste, va enfin comprendre la bonne voie à prendre et l'opportunité unique qu'il a au travers du contrat de solution FNSEA. Michel Prug, la question, va-t-il enterrer ou sauver l'agriculture française? Optimiste ou pessimiste? Alors, je suis désolé de vous décevoir, je n'ai pas amené ma boule de cristal. Ah, dommage. Par contre, s'il utilise la méthode qu'il utilise, semble-t-il, pour tout le secteur d'activité, d'essayer de secouer une forme de situation établie, je pense qu'il peut aider l'agriculture française à redevenir prospère, à se redynamiser. Mais je prends, avec toutes les précautions qui ont été énoncées, si on ne veut pas écouter la science pour nous accompagner dans nos changements, si on ne veut pas dire aux consommateurs français qu'il a la chance d'avoir l'agriculture qu'il a aujourd'hui en France. Bien sûr, il y a toujours des correctifs à apporter. Alors là, effectivement, on sera dans l'inverse. Il aura enterré l'agriculture. Jérémy de Serle, optimiste? Il faut être optimiste. Par contre, à la question va-t-il la sauver, de toute façon, il n'a pas la responsabilité tout seul et on ne lui laissera pas faire tout seul. Donc je pense que voilà, nous sauverons l'agriculture ensemble. Éric Thérouin, de façon globale et aussi en tant que céréalier. Alors, oui, alors global et bon. Non, moi, ce qui me semble important, c'est qu'à un moment donné, il y a le président de la République. Aujourd'hui, les actes qui ont été posés sont plutôt des actes manqués ou en tout cas qui vont plutôt dans le mauvais sens. J'ai l'impression qu'il a bougé dans sa tête et je vais attendre les résultats. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, il faut qu'on se prenne en main aussi. Je suis syndicaliste d'abord et je sais que par rapport à un pouvoir, il faut un contre-pouvoir fort. Et là, pour ça, c'est besoin qu'on se regroupe. Et je pense que le contrat de solution, c'est une manière de nous prendre en main et de dire au gouvernement, et vous faites quoi maintenant? Parce que c'est bien gentil, il y a une peur, un interdit. Nous, on vous propose des solutions. Est-ce que vous nous accompagnez? Et là, ils ont répondu oui. Et tout à l'heure, vous parliez d'agriculture bashing. Regardez bien les revues de presse de cette année et celle de l'année dernière. L'agriculture bashing, je pense que nous, avec notre action, avec notre manière de faire, on est en train de remettre du bon sens paysan dans tous ces sujets-là. Évidemment, ce n'est pas acté, ce n'est pas terminé, mais on voit que le fait de se prendre en main syndicalement, n'est-ce pas Jérémy, eh bien, on peut faire bouger et avancer les choses. En tout cas, c'est notre mission auprès du gouvernement actuel. Et en tant que céréalier? Et en tant que céréalier, là, c'est clair que je pense qu'il va falloir qu'on se muscle et qu'on ait des actions beaucoup plus fortes, parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise extrêmement sévère. Je parlais de 200 € par mois, et encore, c'est une moyenne nationale. Ça cache des choses encore bien pires, hein, avec plus de 40% de céréaliers qui sont en déficit depuis 3 ans. C'est clair que là, il va falloir qu'on ose le dire, parce que souvent, on dit les céréaliers, on sait que vous êtes dans la mouise, mais vous dites rien. Eh bien, je pense qu'il va falloir qu'on s'exprime très fortement dans les mois qui viennent, parce qu'il va falloir que la politique change vis-à-vis des céréaliers qui ont jusqu'à maintenant servi un peu de ponction pour les autres. Quand on voit le revenu, là, il va falloir rééquilibrer les choses. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question. Et puis, bien sûr, merci à vous.